Et ce soir, je vous propose, j'en prends avec votre directrice, avec votre corps professoral, la responsabilité entière. Je vous propose d'accueillir quelqu'un qui va vous donner une réalité qui aujourd'hui est sous les feux de la rampe, une lecture qui est la sienne, qui peut-être aura quelque chose d'hétérodoxe, mais il me semble que vous serez ce soir dans l'ordre de la formation du discernement. Pour être tout à fait complet d'ailleurs, et notre invité le sait, dans quelques semaines, l'ambassadeur de Syrie s'exprimera devant vous, aussi sur cette réalité-là. Je ne sais pas s'il aura la même lecture, il aura peut-être une lecture différente, et bien c'est aussi ça, le discernement et le débat. Voilà, si vous aviez l'idée que le monde est simple et qu'il y en a une seule lecture, vous vous seriez trompé. Je serais très triste de vous détromper ce soir, mais je suis persuadé que vous saviez que le monde avait cette complexité, qu'à l'Île-de-Ré, vous étiez venu chercher des codes de lecture, et non pas une lecture. Vous n'êtes pas ici dans un lieu d'idéologie. Voilà. Alors, je veux remercier Siwar parce que j'ai avec lui, avec sa famille, avec son père, Rifat, des relations de grande estime, qui sont devenues des relations d'affection au fil du temps. Ça fait plusieurs années qu'on se connaît, il a aimé quelque chose comme une amitié. Je revendique, et je suis très, très heureux de la confiance qu'ils ont voulu me faire lorsque je lui ai proposé de s'exprimer devant vous. C'est un exercice qu'il n'a jamais fait, c'est-à-dire qu'il s'exprime, bien sûr, il a une pensée, pour certains, vous la connaissez, c'est un homme qui parle aux médias, il n'est pas secret, mais jamais à ma connaissance, il n'a fait d'intervention publique devant des étudiants d'une école, en s'exposant aussi à vos questions, puisqu'il y aura une partie des questions. J'y suis extrêmement sensible. Il a le courage des intellectuels ça me touche profondément. Voilà, je suis persuadé que vous partagez mon sentiment et ma gratitude. Alors, on pourra lui manifester tout à l'heure par des applaudissements, s'il les mérite. Voilà, donc je voulais ajouter ça. Alors, c'est un jeune homme, et il a du talent, vous en avez tous, hein, vous avez aussi ça en commun avec lui. Et c'est vrai que entre tous les intervenants qui peuvent s'exprimer devant vous, il a moins la figure de quelqu'un de docte. Voilà, il est de votre génération, c'est pas du tout de la mienne, hein, je suis vieux, mais ça ne se voit pas. Voilà, donc c'est un jeune homme qui a le monde pour terrain de jeu. Alors, je ne vais pas vous raconter sa vie. D'abord, elle est déjà bien remplie, mais je vous dirais simplement qu'il a grandi entre la Suisse, l'Angleterre et la France. Il a eu une scolarité pour partie helvète, et puis il est venu en France faire du droit en Sorbonne. Et c'est un francophone et francophile, au point qu'il a écrit un roman qui a du succès, qu'il a écrit dans notre langue, qu'il parle remarquablement, qu'il écrit remarquablement. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont lu le roman qu'il a signé récemment, il y a quelques 6 mois, 8 mois, eh bien, c'est l'histoire d'un haut fonctionnaire travaillant pour l'ONU, Paul Howlenson, c'est ça? Oui. Voilà, le père de Paul Howlenson, qui est un personnage complexe aussi, complexe comme l'est le monde, et dont la vie est rendue plus compliquée encore par une transplantation cardiaque, qui vient faire de lui quelqu'un d'autre que ce qu'il était. Voilà, c'est un joli roman sur l'altérité. Donc je vous invite à le lire si vous ne l'avez pas lu. En tout cas, voilà, bon, c'est aussi un hommage à notre culture, à notre langue que le roman qu'il a écrit et qu'il a fait un peu mieux connaître pour ceux qui ne le connaissaient pas. C'est aussi un chef d'entreprise. Alors on a ça en commun. C'est pas ça qui nous a fait nous rencontrer, mais ça aurait pu.
Il a pris des responsabilités dans des entreprises dans le métier de l'immobilier, le bâtiment, l'immobilier, la construction. Et puis il est aussi, c'est un homme de médias et de communication et de messages, et il est le propriétaire d'une chaîne, en l'occurrence Outre-Manche, puisque vous l'avez compris, il a une culture qui va entre la Syrie, son pays d'origine, la France et l'Angleterre. Voilà. Et il vit entre la France et l'Angleterre, et puis il voyage beaucoup. Voilà, il est comme vous serez sans doute, et comme vous êtes déjà pour beaucoup d'entre vous. Alors on a voulu, je parlais de discernement. Le discernement, c'est pas la parole qui va de haut en bas, c'est les questions et les réponses, et c'est le débat. Et je voudrais remercier David Vauclair, l'un de vos professeurs de géopolitique, pas le moindre, un homme fidèle à cette école, que vous appréciez, qui a accepté d'être le journaliste d'un soir, un petit peu, c'est-à-dire de poser des questions à Siward pour le conduire à parler sur divers sujets. Je vous remercie beaucoup d'être venus nombreux, et je vous demande déjà de l'applaudir pour être parlé. Merci. Alors bonsoir à toutes et tous, ça fait plaisir de voir une salle aussi importante. On a la chance aujourd'hui d'avoir Monsieur Al-Assad qui a comme étonnant privilège de faire partie d'une des grandes familles du Moyen-Orient, la famille Al-Assad, dont vous connaissez peut-être le plus connu de ses cousins, qui est le président de la Syrie actuelle. Donc la question, j'imagine, que vous vous posez tous au départ, c'est quels sont les liens, Monsieur Al-Assad, avec votre cousin? Et nous savons que votre père et vous-même vous êtes opposés ces derniers temps, d'ailleurs pour votre père depuis un certain temps, au régime de Bachar al-Assad. Et il serait bon, je pense, de faire œuvre de pédagogie au départ, et puis en introduction, de bien vouloir expliquer finalement la complexité de votre famille et ce qui vous lie et ce qui vous sépare de votre cousin. Je vous remercie. Merci. Merci pour la présentation de Henri. Et c'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous ce soir pour pouvoir partager mon point de vue avec vous. Je suis arrivé en France à l'âge de 9 ans. Je me suis senti un peu déraciné. Je ne parlais pas la langue, je ne connaissais pas la culture. Et j'ai eu la chance d'être entouré et de connaître des gens qui étaient originaires de Syrie, dont les parents étaient syriens, et qui vivent en France. Une communauté de Syriens qui vit en France que je ne savais pas si nombreux. Et ils m'ont beaucoup aidé au départ. Et c'est des gens d'ailleurs qui parlent ma langue arabe avec un accent chantant du sud. C'était très joli à entendre. Et très nouveau pour moi. Je ne savais pas que ça existait. Ils m'ont appris que grâce à eux, j'ai pu voir qu'il y avait des liens très forts entre la France et la Syrie. C'est la raison pour laquelle j'aime la France et j'aime la Syrie aussi. Ces gens-là m'ont appris aussi que leurs parents avaient combattu aux côtés du général de Gaulle pour vaincre les nazis. Et en échange, ils espéraient pouvoir obtenir la fin du mandat français qu'il y avait en Syrie. Ce qu'ils ont obtenu d'ailleurs, très rapidement. Je n'ai pas besoin de vous rappeler l'histoire de la Syrie que vous devez certainement connaître. C'est un pays très complexe, très intéressant, dont l'histoire est passionnante. Je suis sûr que vous la connaissez. À chaque fois qu'on regarde les journaux, à chaque fois qu'on lit la presse, on a tendance en France, souvent, de manière générale, évidemment moins dans cet institut, mais de manière générale quand même, à voir le Moyen-Orient comme une forme de bloc. Or, chacun des pays a une histoire et une spécificité, des qualités qui lui sont propres. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît,
donc nous expliquer pour vous quelles sont à la fois les spécificités, les qualités de la Syrie, et peut-être, pour lier cela à la situation d'aujourd'hui, quelles sont les spécificités de la Syrie dans le grand mouvement des printemps arabes auquel nous avons été témoins ces derniers temps. Le printemps arabe, on n'entend parler que de ça depuis 2 ans. Il faut savoir que depuis une quarantaine d'années, il y a une montée de l'islam radical qui est extrêmement inquiétant pour, je dirais, une majorité des musulmans. L'Occident ne doit pas avoir les mêmes réflexes qu'il a eus lors de l'émergence du fascisme en Europe. Il a été très lent à réagir. Aujourd'hui, il me semble que la même chose se reproduit. Parce que pour moi, en tout cas, et je le sais pour beaucoup d'autres musulmans, il y a une comparaison à faire entre l'islam radical, l'islamisme, à ne pas confondre islam avec islamisme, et le fascisme. Les deux refusent les personnes qui sont différentes. La Syrie est le dernier pays à avoir été pris dans la tourmente de la vague qui existe actuellement depuis 2 ans et demi. On le voit bien, la Libye, le Yémen, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça ne se passe pas très bien. On le voit aussi en Tunisie, il y a des comités religieux dans les petites villes qui sont chargés d'appliquer des lois proches de la charia, loin des yeux des médias occidentaux. Mais on le sait bien que petit à petit, ce phénomène va gagner les grandes villes. Et tout ce que j'espère, c'est que l'Occident ne se réveillera pas trop tard. Parce que l'islam radical a une pensée impérialiste. En ce qui concerne les minorités en Syrie, demander aux minorités en Syrie d'accepter que le régime tombe entre les mains d'un islam radical, c'est comme si on demandait aux Afro-Américains de revenir au statu quo d'avant la guerre de sécession. Ils l'accepteront jamais, ils se battront. Et en plus, ils ne sont pas seuls. Il y a une grande partie de l'islam sunnite qui les accompagne. Des libéraux, des nationalistes, des anciens communistes. Et tous ces gens-là ne veulent pas voir le régime tomber entre les mains d'islamistes radicaux. Or, le problème aujourd'hui, c'est qu'il semblerait qu'il y ait une volonté internationale, en tout cas occidentale, de fermer les yeux sur certaines pratiques que ont les frères musulmans dans le monde arabe, et voire même de les encourager. Je pense que le terme, je pense que ce n'est pas une guerre civile en Syrie. Parce que dans une guerre civile, il faut qu'il y ait des civils armés qui combattent d'autres civils armés. Or là, le régime syrien refuse justement d'armer la population, même dans les endroits où les gens sont pro-régime. D'ailleurs, ils s'en plaignent. Les gens s'en plaignent. D'un autre côté, on a vu des rapports dans les médias occidentaux d'ailleurs, et dans d'autres médias, que les enfants étaient armés et les civils étaient armés par les djihadistes et par certains membres ce qu'on appelle l'armée syrienne libre, qui aujourd'hui est dépassée, personne n'en parle. Aujourd'hui, tout le monde parle de djihadistes et de combattants étrangers qui sont venus renverser le pouvoir de Bachar al-Assad en Syrie.
Donc je ne pense pas, même si des responsables politiques ont employé le terme guerre civile, moi personnellement je ne suis pas d'accord. La guerre civile pour moi c'est le Liban, 1975 à 1990, ça c'était une guerre civile, mais pas en Syrie. Donc vous définiriez ça comment? Je pense qu'il y a une guerre en Syrie. C'est pas une guerre civile, c'est une guerre. Donc, si on lit la presse, à la fois la presse française et la presse internationale, la semaine dernière dans le Financial Times, il y avait un article sur la Syrie. Aujourd'hui, dans le New York Times, on pouvait en trouver un aussi. Et dans les deux, on soulignait le fait que les Occidentaux sont, et les Américains en premier lieu, sont de plus en plus poussés, de plus en plus tenus à agir. Avec derrière, de la part des deux analystes, dans le Financial Times et dans le New York Times, des doutes à savoir si effectivement ça peut aider ou pas, et une explication des réticences à la fois européennes et américaines. Malgré cela, il y a une aide qui se fait au niveau international pour soutenir les mouvements anti-gouvernementaux, et quoi que l'on fasse, on peut voir que Bachar al-Assad ne tombe pas et ne négocie pas non plus. À votre avis, pourquoi est-ce que cette guerre est si longue, et pourquoi est-ce que Bachar al-Assad reste si fermement au pouvoir? Bachar al-Assad est la continuité de son père, le président Hafez al-Assad. Un des éléments qui fait sa force, il y en a d'autres, et que l'opposition qu'il a, c'est une opposition de frères musulmans. C'est des gens qui sont financés par certains États, dans le Qatar, et qui ont la sympathie de certains, voire même la majorité des pays démocratiques. Il y a des défections au sein de l'armée, mais l'armée existe toujours. Et c'est une armée qui est quand même, pour un conflit qui dure depuis 2 ans, relativement forte et unifiée. La vie continue dans les villes, les élèves vont toujours aux universités, les écoles ne sont pas fermées. Les transports publics existent. Donc on est loin un peu du scénario libyen où c'était le chaos des 6 premières semaines, le pays était paralysé. Les institutions continuent à fonctionner même si la vie de tous les responsables syriens est en danger. On le sait bien, encore hier il y a eu un attentat manqué apparemment contre le ministre de l'Intérieur. Le régime a su, tant bien que mal, se placer en tant que leader de la lutte contre le fanatisme. Les alliances internationales qui soutiennent une solution politique en Syrie, les pays qui soutiennent la solution politique représentent, je pense, un chiffre énorme en termes de population. Parce qu'on a l'Inde, la Chine, la Russie et d'autres pays, le Brésil, l'Afrique du Sud, tous les pays qui n'étaient pas présents hier à Marrakech. Tous ces gens-là soutiennent une solution politique et une transition normale. Ils ne veulent pas d'intervention militaire en Syrie. À savoir qu'il y a un religieux au XIVe siècle qui s'appelle Ibn Taymiyyah, qui était un religieux très important en Syrie. Il a fini par être tué. Il avait prescrit, il avait fait une lutte, c'est le père spirituel du wahhabisme aujourd'hui. Il avait fait une fatwa. Et cette fatwa disait qu'il fallait persécuter les minorités, mais surtout les alaouites. Elle n'a toujours pas été remise en cause. Cette fatwa est, entre guillemets, toujours valable aujourd'hui. Donc ces gens-là, tous ces gens qui se sentent visés par cette fatwa, ils ont une réaction naturelle lorsqu'ils se placent du côté du régime. On parle aussi au niveau des causes qui maintiennent Bachar el-Assad du fait qu'il est compliqué de savoir par qui il serait remplacé. Quelles seraient finalement les personnes qui éventuellement
aurait la possibilité, le charisme nécessaire pour le remplacer, ou bien si peut-être le mouvement démocratique des leaders pouvait émerger. À votre avis, ma question est double. Est-ce qu'il y a une personne aujourd'hui suffisamment charismatique dans les opposants à Bachar el-Assad pour pouvoir prendre sa place, le remplacer et puis amener la Syrie vers un système démocratique? Et la deuxième chose, c'est est-ce que les Syriens, à votre avis, dans vos connaissances, ont envie d'un système démocratique et sont-ils, si vous voulez, mûrs pour ce système-là? Les Syriens veulent la démocratie, ils veulent plus de liberté et ils ont eu beaucoup d'espoir lorsque Bachar el-Assad a pris le pouvoir en l'an 2000. Il a essayé de faire des réformes, il a fait plus de réformes économiques que politiques. Maintenant, le candidat que tout le monde voit aujourd'hui, c'est la coalition. Le nom, c'est la coalition dont tout le monde parle, la coalition d'opposants, qui a été créée par le CNS, le Conseil national syrien. Le Conseil national syrien, ce n'est pas un secret, tout le monde le sait, a été dirigé par une personne modérée au départ, laïque, mais plus de la moitié des membres de ce conseil étaient des frères musulmans. Donc tout le monde s'est plaint, ils ont changé, ils ont mis un leader kurde ensuite. Mais la majorité était toujours des frères musulmans. Aujourd'hui, ce Conseil national a donné naissance, il y a un mois, à une coalition. Alors là, on a fait mieux. On a mis un imam de mosquée, de la belle mosquée des Omeyyades, ancien frère musulman, parce qu'il dit qu'il n'est plus frère musulman. Donc, moi, je ne sais pas ce que c'est. Je suis aujourd'hui frère musulman, demain je ne le suis pas. Mais, en tout cas, un ex-frère musulman, à la tête de ce conseil qui a été reconnu par 120 nations hier. 120 ministres des Affaires étrangères ont fait le déplacement à Marrakech pour tous reconnaître la coalition d'opposition syrienne comme représentant unique et seul représentant légitime du peuple syrien. Alors, la seule chose qui me rassure, moi, dans ceci, c'est que la France, parce que moi je fais confiance à la France quand même, c'est que la France était le premier pays à avoir reconnu cette coalition. Parce que moi, j'ai entendu le chef de la coalition qui a un discours très charmant. Mais lorsqu'on l'entend dire, et je pense que là, il a fait une erreur, lorsqu'il parle du peuple syrien, et il dit que toutes les différentes composantes du peuple syrien doivent apprendre à vivre ensemble et s'aimer et cohabiter. C'est très joli. Mais ensuite, il n'aurait pas dû. Parce qu'il dit les chrétiens, les druzes, les ismaéliens, jusqu'à là ça va, mais il dit ensuite les musulmans et les alaouites. Or, les alaouites, nous, on a toujours pensé que nous étions des musulmans. Donc, lorsqu'on dit musulmans et alaouites, ça veut dire qu'on n'est pas des musulmans. Donc on revient à la fatwa du XIVe siècle de Ibn Taymiyyah. Il est censé rassurer toutes les composantes du peuple syrien. Je pense qu'il n'a pas réussi. En plus, c'est une solution qui vient de l'étranger. Je pense sincèrement que le peuple syrien n'acceptera qu'une solution qui vient de Syrie. L'idée est d'encourager, de soutenir des leaders qui sont rassembleurs. Il faut trouver une personnalité qui rassemble. Il ne faut pas qu'il y ait une intervention militaire parce que ça ne peut que causer un chaos irréparable et les choses ensuite peuvent déborder. C'est une région très sensible. Les forces
qu'il y a dans la région, la Turquie, l'ancien empire ottoman, mais le rêve existe toujours. Ils veulent toujours reconstituer l'empire ottoman d'une façon un peu moderne, plus comme avant. Il y a plusieurs dangers, je dirais, régionaux. Aujourd'hui, le véritable danger, c'est l'alliance des frères musulmans turcs, parce que c'est quand même le parti des frères musulmans qui dirige un pays comme la Turquie. L'alliance qui est flagrante avec le Hamas, mais c'est surtout la tristesse, et c'est surtout voir autant de Syriens qui meurent tous les jours. Je pense qu'on doit tous, en tant que Syriens en tout cas, essayer de faire quelque chose, même pour le boulanger ou l'artiste ou le chanteur ou l'écrivain. On doit tous essayer de faire quelque chose pour que ça s'arrête. Si on peut participer grâce à la parole à un peu éclairer les décideurs en Occident qui risquent de se réveiller une fois qu'on ne peut plus rien changer. Parce qu'il y a quand même une montée de l'islamisme en Europe, et notamment en France. Et je pense qu'il faut quand même faire attention. Mais alors concrètement, comment est-ce qu'on peut changer? Quels seraient finalement pour vous les principes qui pragmatiquement doivent être mis en place? Quel parti politique suivre? Quel homme suivre en Syrie? Est-ce que vous avez une idée? Quelle idée poursuivre? Parce que j'ai une idée, oui. Je pense que la priorité doit être donnée à... Enfin, il faut tout d'abord essayer de, je ne sais pas comment, mais convaincre le Qatar d'arrêter de financer les mouvements islamistes. Et je pense qu'à partir de là, parce que c'est là que ça commence, à partir de là, on pourra faire plein de choses. Par l'éducation, par la culture, par beaucoup de choses. Ça existe, on ne peut rien faire. Vous ne pouvez pas lutter contre des centaines de millions on ne peut rien faire. Et alors en tant qu'homme de médias, puisque vous dirigez aussi une chaîne de télévision anglophone et arabophone, c'est ça? Oui. Donc qu'est-ce que vous faites au quotidien pour présenter une alternative aux autres médias arabophones ou anglophones qui traitent de la région, comme par exemple Al Jazeera, Al-Doula, etc. J'ai jamais eu la prétention de faire la compétition à Al Jazeera. Je suis rien du tout par rapport à Al Jazeera. Aujourd'hui, oui. J'essaye d'être le plus impartial possible, même si c'est très dur, parce que, en fait, les sources que l'on a ici en Occident sont, si on le regarde bien, en tout cas quand on s'intéresse aux problèmes syriens, sont des sources qui viennent d'une organisation très intéressante qui s'appelle l'OSDH, Organisation syrienne des droits de l'homme. Alors le nom est très beau, quand on entend ça, on se dit droits de l'homme, c'est super, c'est beau. En fait, c'est un petit bureau avec 2 personnes qui travaillent à Londres, qui sont eux-mêmes syriens. Et ces gens-là, des agences de presse comme Reuters, AFP et tout le reste, prennent leurs sources de OSDH. Et ils ont un autre nom qui s'appelle ONG. Alors là, c'est encore plus crédible. Mais c'est les mêmes. OSDH et ONG, c'est les mêmes. Alors, le nombre de morts, c'est eux qui le donnent. Les troupes gouvernementales qui font des massacres, c'est eux qui le donnent. Les rebelles qui massacrent, c'est eux qui le disent. C'est eux qui décident de tout. Alors, quel est le secret derrière OSDH? Moi, je ne le sais pas. Comment ils font, en étant à Londres, dans un petit bureau, pour savoir tout ça? Ça non plus, je ne le sais pas. J'aimerais bien connaître le secret. Donc, si vous voulez, c'est très difficile d'être impartial dans
dans le conflit syrien. Mais bon, on essaye d'être le plus impartial possible. Alors sur cette très jolie conclusion, je vais ouvrir sous le signe de l'amour les questions du public. Si vous avez des questions, il est temps de les poser. Vous nous avez présenté le régime syrien comme un rempart de la laïcité, un rempart contre l'islamisme au Moyen-Orient. Le régime syrien est un régime effectivement laïque, et cela a contribué à une émancipation de la femme au Moyen-Orient, chose très rare malheureusement, surtout dans les pays arabes. Vous l'avez rapidement mentionné. Néanmoins, les alliances régionales de la Syrie sont conclues essentiellement avec des États ou des groupes islamistes. On peut parler par exemple de la République islamique d'Iran, qui est le principal soutien de la Syrie aujourd'hui, mais aussi du Hezbollah libanais, du djihad islamique, du Hamas palestinien, des frères musulmans palestiniens. C'est-à-dire que si on est frères musulmans en Syrie, on risque la peine de mort. Mais si on est frères musulmans palestiniens, on est soutenu. Et Khaled Mashal n'a quitté Damas que très récemment pour s'exiler au Qatar à la suite des derniers événements. Oui. Bon, je ne suis pas le porte-parole du gouvernement syrien ni du régime syrien, donc je sais pas pourquoi ils ont fait ça et je n'ai aucune idée des. Mais maintenant, je pense que le Hamas, quand il était en Syrie, il n'avait pas d'activité religieuse. Et il était quand même un peu tenu à carreau. Les choses ont changé quand même. Khaled Mashal aujourd'hui n'est pas Khaled Mashal lorsqu'il était en Syrie. L'alliance avec l'Iran, je ne pense pas que c'est une alliance basée sur le chiisme ou je ne sais pas si on peut les appeler quand même frères musulmans. Ce ne sont pas des frères musulmans. Je pense que c'est une alliance qui est plus basée sur des intérêts et c'est un peu, il y a quand même des rapports d'égal à égal. Il n'y a pas de rapport de maître à, pas esclave, mais vous voyez. Et en plus, il faut faire attention là parce que c'est une alliance qui peut parler et qui peut attirer l'Inde et la Chine. Peut-être que tout a commencé, tout était très joli au départ, un peuple qui veut sa liberté contre le méchant dictateur. Peut-être, mais très vite, les fanatiques sont tombés dans le piège. Ils ont volé la révolution et ils l'ont transformée en révolution armée. Donc les choses se sont armées et c'est pour ça que c'est un hiver arabe, c'est plus un printemps arabe. Ça aurait pu être un printemps arabe. Bon, en Égypte c'est différent. C'est vrai qu'il y avait quand même, je ne sais pas combien de millions, mais on a vu des chiffres incroyables, on ne peut pas les compter. Mais on n'a pas vu, si vous voulez, les mêmes chiffres en Syrie. On a vu des manifestations. Bon, maintenant, après, vous allez me dire, la répression était plus forte en Syrie, peut-être. Mais en Syrie, très vite, les armes ont été utilisées dans les premières semaines. Je vais mettre en équation deux pays, mais ce n'est pas du tout la même chose. Je vais comparer la Syrie et Bahreïn. Pourquoi? Parce que Bahreïn, le rapport de force est inversé, c'est-à-dire que c'est une famille sunnite qui est au pouvoir et c'est la population majoritaire chiite. Et là, c'est le contraire, en Syrie, c'est les alaouites chiites qui sont au pouvoir et c'est une majorité sunnite au sein de la population. Qu'est-ce que vous pensez de la situation au Bahreïn? Puisqu'on n'en parle pas du tout. Il y a aussi une situation de répression. Mais encore une fois, je reviens à votre père. Votre père est proche du roi Abdallah d'Arabie Saoudite et le roi Abdallah d'Arabie Saoudite soutient de façon très explicite le monarque au Bahreïn. Je pense que, compte tenu de la réponse précédente, vous n'avez pas, à mon avis, trop de réponses par rapport à ça. Par contre, par rapport à la situation de vue globale, je voulais savoir si le départ de Bachar al-Assad allait entraîner une situation comme l'Irak, c'est-à-dire à la fois un chaos total
et en même temps l'exécution de Saddam Hussein par la justice. L'exécution de Saddam Hussein en Irak par ouais. raison décrétée par la justice irakienne. Est-ce que ça pourrait arriver à Bachar al-Assad aussi? D'accord. Alors pour le Bahreïn, la situation au Bahreïn, bon, c'est un gouvernement qui doit faire des réformes et qui doit se diriger un peu plus vers, ou peut-être beaucoup plus vers le chemin des droits de l'homme. Maintenant, le Bahreïn, bon, c'est inquiétant, mais nous avons, nous en tant que Syriens, une situation beaucoup plus inquiétante qui est la nôtre. Donc c'est pour ça qu'on ne se concentre pas beaucoup sur le problème de Bahreïn, parce que, comme je vous l'ai dit, bon, on est très occupé et préoccupé par la situation en Syrie. Et on trouve que c'est quand même démesuré de mettre le problème syrien de côté pour nous, Syriens, et aller s'occuper du problème de Bahreïn. Donc voilà. Et ensuite, le chaos. Bon, ça dépend comment. Si le régime tombe, si Bachar al-Assad tombe, ce qui pour le moment, je ne vois pas comment, mais bon, si ça arrive, ça dépend comment c'est fait. Ça dépend de quelle manière. Est-ce qu'il va partir? Est-ce que ça va être un coup d'État? Je ne peux pas vous dire. Et d'ailleurs, personne ne pourra vous le dire. Mais oui, ça peut avoir des répercussions. Si c'est mal fait, ça peut être catastrophique. Pas que pour la Syrie. Et pas que pour les pays arabes. Ça peut s'étendre beaucoup plus. Voilà. Oui. Alors j'aurais deux petites questions. La première, est-ce que vous considérez que la population syrienne, sans cette influence des frères musulmans, n'aurait pas demandé le départ de Bachar el-Assad et des élections libres sans parti unique? Et la seconde question, pourquoi est-ce que le Liban n'est pas dans la même situation que la Syrie, sachant que c'est des pays qui se ressemblent beaucoup, avec également des conflits de minorités et une montée aussi de l'islamisme? Alors, encore une fois, s'il n'y avait pas les frères musulmans ou leur influence en Syrie, je pense que le peuple aurait demandé des réformes, certainement, mais pas nécessairement dans la foulée du célèbre printemps arabe. Mais ils auraient demandé des réformes, et si les réformes n'avaient pas été écoutées, peut-être qu'ils auraient aussi demandé le départ de Bachar al-Assad. Des réformes ont déjà été apportées. Bachar al-Assad a déjà fait des propositions de réformes. Oui. Mais ça n'a pas arrangé les choses. Les réformes n'étaient pas celles attendues par Ben donc, dans ce cas-là, si les réformes n'avaient pas arrangé les choses, on aurait vu des contestations pacifiques. Et ils auraient et des grèves générales et des choses comme ça. Ils auraient obligé, c'est ce que je disais tout à l'heure, un beau printemps arabe. On aurait vu ça. Et à terme, le pouvoir aurait obligatoirement cédé. Et si le prix à payer était le départ de Bachar al-Assad, je pense qu'il serait parti. Et une révolution, un printemps aussi pacifique, c'est une utopie dans cette région. En Inde, ça s'est fait. La région, le Syrie-Liban, on sait très bien que c'est armé. Les armes, ils en ont accès aux armes facilement. Ça, c'était une grande surprise de voir toute cette quantité d'armes sur le territoire syrien. Donc maintenant au Liban, je ne sais pas, est-ce que vous êtes à l'aise avec la situation libanaise maintenant? Vous ne sentez pas que c'est une poudrière et que les choses sont en train de... Non, bien sûr. Oui. La situation est très critique, mais on n'en est pas à un conflit armé. Bon, une histoire mais... Avant-hier, c'était... Oui, mais c'est pas une guerre... Oui, mais c'est une poudrière, c'est-à-dire qu'en 2 secondes, la Syrie, personne n'en parlera. Si le Liban éclate, la Syrie, tout le monde oublie. C'est le Liban. Et là, c'est des centaines et des centaines. C'est une poudrière, le Liban. C'est pour ça que tout le monde s'efforce à calmer tous les côtés. Parce que, on l'a déjà vu d'ailleurs au Liban, on l'a vécu. Aujourd'hui, la Russie a déclaré qu'il fallait faire face à la réalité. Oui. Car, étant donné son armement, son entraînement et la reconnaissance à l'international, donc au Maroc, de la coalition, oui.
elle allait prendre le dessus Oui. dans ce conflit. Est-ce que vous pensez que l'annonce donc, de la Russie qui s'est positionnée, qui a une position très ferme, on la connaît tous, présage donc que le conflit va finir comme ça, avec la prise de la coalition prenne le dessus par rapport au gouvernement de Alors vous voyez, la guerre médiatique, on joue avec les nerfs des gens. C'est-à-dire que vous venez de recevoir l'information aujourd'hui, vous parlez du discours de Mikhail Bogdanov, aujourd'hui, qui a dit que l'opposition armée est en train de prendre le dessus. Il faut faire un peu plus de recherche, un peu plus approfondie, pour voir que la traduction était mauvaise. Et qu'en fait, il a dit, je pense que vous le verrez demain dans les médias, si vous voulez bien suivre, il a dit qu'il ne permettrait pas que les rebelles armés gagnent contre le régime de Bachar. Et ce n'est pas la première fois qu'on joue avec les mots et les traductions des responsables russes. Qu'est-ce qu'elle dit ? Qui dit en effet que donc la Russie ne permettra pas, mais qu'il y avait une tendance, donc aujourd'hui... Ah, elle dit donc la Russie ne permettrait pas. Oui. Ah, voilà. Qui fait un constat, donc la Russie fasse ce constat, est-ce que... Ah oui, mais de toute façon, on ne peut pas nier que l'opposition armée, ils font tomber des MiG. C'est pas un touriste qui va faire tomber un MiG-29 ou je sais pas quoi. C'est sûr que c'est quelqu'un qui est très entraîné et qui a une arme très sophistiquée et qui, je sais pas ce qu'ils ont, des missiles qu'ils portent sur leurs épaules et tout ça. C'est sûr qu'ils sont extrêmement bien entraînés et surarmés. Vous parlez de millions et de millions et de millions de dollars. Les soldats aujourd'hui de l'armée, les rebelles, on va les appeler, et on lui promet je ne sais pas combien de femmes au paradis. Donc il va se battre, il va mourir avec plaisir, il va chercher la mort. Donc c'est sûr que ça fait peur. Bien sûr qu'il faut avoir peur. Et je comprends les Russes. Bien sûr. Oui. Bonsoir. Allez-y. Vous avez beaucoup parlé d'islam radical. Est-ce que vous pourriez préciser ce que vous identifiez clairement comme menaçant dans l'islam radical pour la population syrienne en général et plus particulièrement pour les Alaouites? La beauté de la population syrienne, c'est une mosaïque de peuples. Il y a des religions qui n'existent nulle part ailleurs. C'est vraiment une mosaïque très belle, très jolie. Le problème qu'on a, c'est que la majorité de la majorité syrienne ne suit pas un islam radical. Maintenant, le problème, c'est que les radicaux, eux, refusent les gens qui sont différents. Et donc, dans ce cas-là, et que c'est les médias, finalement, qui l'interprètent mal, et les puissances occidentales qui prennent part, finalement, du mauvais côté. Et donc, j'aimerais bien savoir, dans ce cas-là, pourquoi Bachar el-Assad ne laisse pas entrer les médias librement, les humanitaires librement, etc., et pourquoi il ferme les frontières aux puissances occidentales. Pas qu'elles puissent justement considérer les faits tels qu'ils sont. Vous voulez dire avant, parce que maintenant, même s'ils les invitent, les médias ils n'iront pas, c'est trop dangereux. C'est un qui essaie d'avoir... Oui, alors, enfin, il y a certains aventuriers, mais je veux dire, on n'y va pas... On essaye d'avoir des visas, on en a pas. Ils ont peur aussi que quelque chose arrive. Vous avez une journaliste ukrainienne aujourd'hui, vous savez combien les ravisseurs ont demandé en contre... Oui, bien sûr. Pas de visa. Oui, bon, je pense, je ne cherche pas à justifier la répression du régime syrien, pas du tout. Tout ce que j'ai dit, moi, j'ai dit que il a réussi à se placer dans cette position de régime qui lutte contre le fanatisme. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mauvais, je dis la réalité. Aujourd'hui, c'est la réalité. Maintenant, peut-être que le moyen qu'il a utilisé pour arriver à se placer dans cette position est mauvais. Si vous voulez qu'on parle de répression, on peut aussi parler de crimes commis par
par les rebelles, ou on peut parler de beaucoup de choses, des choses qui sont passées en Libye, en Irak, en Afghanistan. On ne va pas rentrer dans ce détail. Mais c'est sûr que c'est un régime dur, et ça c'est sûr. Il a ouvert à un moment la porte aux journalistes, et je pense que le régime a été déçu par les rapports que ces journalistes ont faits. À tort ou à raison, je ne sais pas. Mais c'est la version du régime. Maintenant, après, c'est à voir. Aoun parlait d'une guerre mondiale si Assad tombe. Enfin, je ne sais pas, une guerre mondiale. De ce point de vue, c'est évident parce que lui, il perd tout, mais... Je ne sais pas, peut-être. Peut-être, il sait beaucoup plus de choses que moi, donc il a plus d'informations crédibles, plus d'expérience. Ouais. Ouais. Oui, pardon. Bonjour Mathieu. Bonjour. J'avais une question en fait pour faire un parallèle, parce qu'en 2001, Damas a déjà connu un printemps de Damas qui s'est soldé par des arrestations. Oui. Et je voulais savoir si le printemps arabe qui se déroule en Syrie aujourd'hui est-ce qu'on pourrait faire un parallèle entre les deux? Entre le printemps de 2001 et aujourd'hui? Est-ce que la situation a évolué et il faudrait qu'il y ait une autre issue aujourd'hui? Je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que la solution aujourd'hui ne peut être que syrienne, parce que la majorité écrasante du peuple syrien ne va pas bien recevoir une solution toute faite, clé en main, qui vient de l'étranger, même si elle est bonne. C'est par réflexe, ils vont pas aimer. Ils vont se crisper et ça va mal se terminer. Donc le printemps, je ne sais pas si on peut appeler ça un printemps 2001, pour être honnête avec vous. Je pense que c'était un tout petit mouvement qui n'était pas très important. Et il n'y a pas eu de suite. Vous allez me dire c'est la répression, peut-être. J'avais une deuxième question. Oui, allez-y. Vous avez aussi parlé de la montée de l'islamisme en Europe. Oui. Et d'un réveil tardif de l'Occident, et notamment vos préoccupations par rapport à ça. Oui. Vous avez parlé du cas particulier de la France. Qu'est-ce qui vous fait dire, quels sont les éléments qui vous font dire qu'il y a une montée de l'islamisme, et quels seraient les moyens de, entre guillemets, lutter contre ça? Il faut ouvrir les yeux et faire en sorte qu'il n'y ait pas de nouveau Mohamed Merah ou des choses comme ça, je ne sais pas. Il faut voir où est-ce que les gens comme lui voyagent, où est-ce qu'ils sont entraînés ou endoctrinés. Et il faut aussi jeter un coup d'œil de temps en temps sur ce qui est dit dans les mosquées. Il faut essayer de créer du travail là où il n'y en a pas, dans les endroits qui sont aptes à développer du fanatisme, pas que Paris, dans toutes les villes de France. Et il y a plein de choses à faire. Oui. Alors, j'aurais une question peut-être un peu plus simple, simpliste. J'aimerais savoir, selon vous, jusqu'à quelles extrémités Bachar al-Assad est capable d'aller pour s'accrocher au pouvoir? Jusqu'à quel... si les choses continuent comme ça, oui, tant qu'il est vivant. Je ne pense pas honnêtement qu'il serait capable d'utiliser le gaz sarin à l'encontre de sa propre population, mais jusqu'à quel point est-il capable d'aller pour conserver le pouvoir? Tant qu'il y aura des hommes en armes en face, il se battra. Le jour où les gens qui ont des armes prennent des fleurs et descendent dans la rue, il faudra bien qu'il arrête. Et le jour où les non-syriens retournent de là où ils viennent, il faudra bien qu'il arrête aussi. Mais le gaz sarin, je veux dire, c'est pas... même si ce gaz existe, même s'il l'a, c'est suicidaire, il ne le fera pas. Je veux dire, c'est pas...
il n'est pas là par hasard quand même, Bachar al-Assad. Il est là parce qu'il y a un minimum d'intelligence. Ça, l'armée israélienne a bombardé deux centrales nucléaires sur le territoire syrien. Ça n'a fait aucun écho, puisque je pense que beaucoup d'entre vous sont surpris. Et il n'y a eu aucun écho. Quelles sont à terme les relations entre la Syrie et Israël? Alors déjà, les centrales nucléaires, oui, il y a 2 sites, ou un site qui a été bombardé, c'est vrai. La Syrie l'a reconnu, mais j'ai pas vu la confirmation que c'était des sites nucléaires. Maintenant, les rapports israélo-syriens, vous voulez dire l'avenir? Oui. Comment vous les situez aujourd'hui et comment vous pouvez les anticiper? Aujourd'hui, ils sont en guerre. Si Bachar al-Assad reste, ou si, imaginons, projetons-nous que les islamistes des frères musulmans arrivent au pouvoir. Moi, si les islamistes arrivent au pouvoir, je vais m'inquiéter d'abord pour les Syriens et après pour les Israéliens. Et donc, si Bachar al-Assad reste, ce sont 2 États qui sont en état de guerre depuis 40 ans. Maintenant, je pense que si la Syrie attaque Israël, Israël ne se laissera pas faire et vice-versa. Mais voilà. Les perspectives de paix, tout le monde est pour la paix, on veut tous la paix. Bonsoir. Moi, j'aurais une question par rapport au conflit oui. Syrien-turc. Les Turcs aujourd'hui sont obligés de militairement défendre leurs frontières parce que le conflit déborde un peu. Est-ce que vous pensez que ça peut devenir plus grave et que les Turcs soient obligés d'intervenir militairement à l'intérieur même du pays? Alors, les Turcs intervenir en Syrie, déjà il faut pouvoir. Je ne sais pas si l'armée turque est capable d'intervenir militairement en Syrie. La Turquie pourrait intervenir en Syrie si c'est l'OTAN qui intervient. Maintenant, moi ce que je sais, c'est que nous avons des territoires en Syrie occupés par la Turquie, le Iskenderun. Donc je pense que la question c'est plutôt les Turcs qui doivent se poser si c'est la Syrie qui va intervenir en Turquie plutôt que la Turquie intervenir en Syrie, à mon avis. En plus les Turcs arment et entraînent et encouragent les rebelles donc imaginez en France l'Allemagne qui arme et qui entraîne les rebelles qui vont faire des opérations en France. Vous voyez, ça revient au même un peu. Oui. Pardon. Je voulais savoir comment ils arrivent à rentrer sur le territoire et comment est assuré le transit de ces La Syrie est le seul pays arabe qui ne demande pas à tous les ressortissants des pays arabes d'avoir un visa pour venir en Syrie. Les Turcs n'ont pas besoin de visa pour entrer en Syrie, les Jordaniens non plus, les Irakiens non plus, les Libanais non plus. Donc c'est très facile d'entrer une fois qu'on est dans l'un de ces 4 pays. On ne peut pas protéger une frontière quand on voit que la frontière mexicaine avec les États-Unis n'arrivent pas à contrôler le flux d'immigrés. On ne peut pas demander à la Syrie de le faire en Syrie. C'est trop compliqué. Donc n'importe qui peut prendre un billet pour Istanbul, et puis voilà, il est à Homs ou à Alep avec un fusil 2 jours après. Oui, pardon. J'ai également des sources russes, comme la demoiselle tout à l'heure, et en fait qui expliquaient que le combat contre l'islamisme qui s'effectue en Syrie, c'est le dernier obstacle qu'il y a en fait avant la montée de l'islamisme dans l'extrême sud-ouest de la Russie. Le Caucase. Et voilà, avec les populations musulmanes. Est-ce que vous partagez également cet avis? Ben oui, parce qu'en fait, on revient aux ambitions de l'Empire ottoman, qui, une fois qu'il a fait une alliance forte avec les frères musulmans de la région, on le sait très bien que c'est une question de mois ou de quelques années pour que tout le Caucase se joigne à l'Empire, on va peut-être pas s'appeler comme ça, mais l'Empire ottoman.
Et donc les Russes auront des islamistes à leurs frontières. Très vite. Oui. Vous pensez qu'une solution toute faite des Occidentaux ne serait pas acceptée par le peuple syrien? Dès lors, selon vous, quelle forme devrait prendre l'intervention ou l'aide occidentale? Alors, l'Occident devrait, comme je l'ai dit, encourager et soutenir un leader rassembleur ou des leaders qui rassemblent, qui ont un discours très pacifique et qui sont sur le terrain, ou s'ils ne le sont pas, qu'on les encourage à revenir en Syrie et encourager le dialogue syro-syrien sur le territoire syrien. Je ne sais pas, peut-être avec des observateurs de l'ONU qui garantissent que ces opposants ne sont pas persécutés ou mis en prison et des choses comme ça. Il y a plein de formules après à trouver. Mais l'idée est que ça soit fait par des Syriens en Syrie et pas à Marrakech ou Istanbul ou au Qatar. C'est ça l'idée en fait. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. J'espère que cette conférence vous aura plu et puis merci d'y avoir participé, merci de l'avoir préparé, autant de questions intéressantes. Merci à vous d'y avoir répondu avec toute l'honnêteté et toutes vos informations. C'est un plaisir. Et puis, pour la première fois, c'est historique dans cette maison, mais ça pourra se reproduire pour un événement de cette dimension. Il était normal qu'on s'ouvre à la presse avec une règle du jeu qui était claire avec Siwar, c'est que les journalistes ne posaient pas de questions, ils pouvaient réagir. Enfin, ça l'empêchait, ils ne posaient pas de questions. Les questions, c'est vous qui les posez, c'est votre maison, ce n'est pas un lieu de conférence de presse, mais voilà, il y a des moments exceptionnels, il y a des intervenants exceptionnels. David l'a dit avec ses mots, je le dis avec les miens. Je remercie infiniment Siwar pour ce moment de grande franchise avec vous. Vous avez été privilégié, je vous demande de l'apprécier et puis de le remercier encore. Et c'est un cadeau d'anniversaire pour votre camarade. Il a bien compris qu'on avait fait tout cela pour lui faire un cadeau d'anniversaire. Merci Siwar. Merci beaucoup. Merci, c'était un plaisir, vraiment. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, vous l'avez trouvé comment? Parfait, clair, charmant pour nos étudiants. Voilà. Bonsoir, vous l'avez trouvé comment, Siwar? C'était très bien, très enrichissant et ça nous ouvre vraiment une autre opinion sur la situation en Syrie. Est-ce que vous avez appris quelque chose ce soir? Oui, pas mal de choses. Vraiment, je pensais pas. Dans les médias, on a souvent les idées que le régime syrien est vraiment une menace, alors qu'il faut peut-être voir un autre angle sur la situation. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous avez appris quelque chose ce soir? Ah oui, c'était vraiment très intéressant et oui, la conférence était très intéressante et pour nous, en tant qu'étudiants des relations internationales, ça nous a vraiment apporté quelque chose, je pense, dans notre cursus, de rencontrer surtout des personnalités comme ça. Très bel âge. Très bel âge. Merci d'avoir répondu aux questions. Je vous en prie. C'est un plaisir d'être... Vous avez quand même un drapeau américain sur le... Ah ouais. En plus, il était bien visible. Je sais que je suis iranien. Non, mais c'était vraiment un plaisir. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup.